Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission, avec des invités concoctés, des sujets pour vous sur l'actualité au Togo, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. En 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, le Togo sera devant la commission de l'ONU chargée des droits de l'homme. Dans le cadre de l'examen périodique universel en 2016, le Togo, devant cette même commission, avait pris des engagements, des recommandations, et aujourd'hui, quid de ces recommandations? Nous allons en parler avec nos invités ici présents. Nous allons également aller dans le Sahel pour parler un peu de ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique, avec les Burkinabés qui disent non au convoi militaire français dans ce pays. Aujourd'hui, nous comptons déjà des morts, des blessés dans cette manifestation. Nous allons revenir au Togo pour parler de Togocom, cette téléphonie mobile qui fait de la misère aux Togolais, et terminer avec l'éducation où les enseignants n'ont pas encore dit le dernier mot. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission, l'autre journal numéro 93 de cette semaine. Avec nous sur ce plateau, des invités que vous connaissez peut-être déjà. À ma droite, il s'appelle Ambroise Dagnon. Il est le directeur de publication du journal L'Expression. Ambroise, bonjour. Bonjour cher Isidore, bonjour à mon interlocuteur et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, l'autre journal, une émission que, en tout cas, j'ai l'habitude de suivre avec beaucoup de plaisir parce que ça permet en tout cas de décortiquer un certain nombre de sujets de l'actualité. Et puis, je dis encore une fois, bravo pour cette initiative qui est très louable. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est votre première fois dans l'autre journal sur le plateau de notre journal. C'est ma toute première fois et mon plaisir est d'autant plus grand que de me retrouver sur ce plateau avec un aîné, voilà, un ami, un frère avec qui j'ai partagé un plateau d'émission et ça remonte, je dirais, à Matousalem. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à ma gauche, l'aîné dont on parle, il est journaliste, chroniqueur. Luc Abaki, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs qui nous font souvent cette amitié de nous suivre à travers cette émission L'autre journal. Je voudrais vraiment saisir cette occasion pour d'abord féliciter l'équipe de l'autre journal. Il y a au moins 5 mois que j'étais plus ici. Je vois tout un nouveau décor. On sent de la persévérance, on sent du sérieux, de la rigueur. Et ça, on ne peut que vous féliciter. Je crois que c'est ce qui nous manque au Togo. Le fait de persévérer même avec les difficultés et les ronces. Je crois que vous êtes en train de montrer un bel exemple en la matière. Et bravo. Merci beaucoup. Merci Luc. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'il est l'ex-DG du groupe Sud Média à télévision LCF et la radio City FM, voilà, que les prédateurs de la liberté de la presse ont décidé de fermer et envoyer plusieurs personnes au chômage. Voilà, revenons dans notre émission, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et Ambrose, je commence par toi. Et voilà, nous avons appris ce week-end, depuis le début du week-end dernier, que Faure Gnassingbé plaide pour Tibou Camara. Tibou Camara, il est l'ancien ministre et conseiller spécial de Alpha Condé. Il plaide pour sa libération. Je rappelle que Tibou Camara, il n'est pas emprisonné, il n'est pas dans une prison qui ressemble à celle du Togo. Il est dans une résidence surveillée. Certains disent une prison dorée, quoi. Voilà, c'est cette personne dont Faure Gnassingbé plaide la libération. Bon, je pense que c'est, pour caricaturer un peu, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Faure Gnassingbé est en train de regretter qu'un ami, un bienfaiteur, puisse se trouver aujourd'hui dans une telle situation parce que, souvenez-vous, l'histoire politique récente de notre pays, si mes souvenirs sont bons, de 2018, après justement les premiers mouvements de Tipi à Tchadam et du Parti national panafricain qui ont entraîné l'intervention de la CEDEAO. On se rappelle cette fameuse feuille de route du 31 juillet 2018 et qui avait, on va dire, balisé la voie en quelque sorte à ce qu'on a aujourd'hui, à savoir la limitation du nombre de mandats présidentiels. Parce que vous savez que, bon, quoi qu'on dise, le pouvoir de Lomé n'était pas très enclin à le faire, mais quand même, voilà. Donc, Tibou Camara
pour faire court, a fait partie de cette galaxie d'amis, de chefs d'État ou d'hommes politiques, si vous voulez, africains, qui ont à un moment donné prêté main forte au pouvoir de Faure Gnassingbé, qui, encore une fois, en 2017, après le 19 octobre, et je ne dirais pas se trouvait par terre, mais avait perdu quelques plumes. Donc c'était un peu compliqué à l'époque pour le pouvoir de Faure Gnassingbé avec la création de la coalition C14 et tout ce qu'on a vu. Donc Thibou Camara avait simplement aidé Faure Gnassingbé en sauvant son pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal que le président togolais puisse exprimer en quelque sorte une espèce de reconnaissance vis-à-vis de son bienfaiteur. Mais pour moi, je disais que c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que c'est un peu contradictoire. Quand vous avez dans votre pays, je ne vais pas aller sur certaines considérations ici, mais quand vous avez dans votre propre pays des détenus politiques qui meurent même en prison, quand vous avez certains détenus qui sont en prison dans les liens des geôles depuis plus d'une dizaine d'années pour des chefs d'accusation complètement farfelus, quand vous avez l'affaire des incendies de Lomé et de Kara, qui n'a pas encore été élucidée à ce jour, mais dans quelle affaire on a vu des gens mourir. Je vais parler de Étienne Yakanou, qui est mort et dont on ne saura jamais, d'accord, si oui ou non il était impliqué. De toute façon, les Togolais les plus avertis savent que cette affaire d'incendie de Lomé et de Kara, bon, je ne vais pas faire offense à la justice togolaise en disant que c'est monté de toutes pièces, mais à ce jour, on ne nous a pas encore dit ce qui s'est réellement passé. Alors quand vous avez tout un tas de choses comme ça, et que derrière, le chef de l'État passe, en tout cas pour geindre ou, si vous voulez, se plaindre de la situation de son ami Thibou Camara, qui, encore une fois, est dans une résidence surveillée simplement. Je dis, voilà, comme Jean de La Fontaine l'a dit, selon que vous serez blanc, selon que vous serez faible ou grand, les jugements de tribunaux vous rendront blanc ou noir. Donc je paraphrase un peu. Donc c'est ce qui se passe. On est dans une jungle et c'est toujours les plus forts qui ont toujours raison. Et c'est ce que Faure Gnassingbé est en train de nous démontrer encore une fois. Voilà, on est dans une jungle, les plus forts ont toujours raison. Luc, ce qui est paradoxal, c'est que ce même Faure Gnassingbé, Ambroise l'a dit tout à l'heure, qui ne veut pas rentrer dans des considérations personnelles, Faure Gnassingbé a gardé son petit frère, son demi-frère, pendant plus de 10 ans en prison, alors que des gens, les voix s'élèvent pour lui demander d'accorder une libération à son frère qui est malade aujourd'hui. Mais c'est ce même Faure Gnassingbé qui plaide pour une autre personne à l'extérieur. Non pas que les gens plaident pour qu'on puisse le libérer. L'intéressé lui-même a introduit un recours à grâce présidentielle, à ce que je sache. Voilà. Mais malheureusement, les lignes jusqu'à présent n'ont pas bougé. Et c'est effectivement étonnant qu'on puisse entendre. Je veux tout simplement penser que ce qui est dit par les médias n'est pas vérifié. Mais sinon, si c'est vérifié, ça veut dire que notre président de la République fait preuve quand même d'émotion, de sentiment. Donc, ça veut dire qu'il est capable de compassion. Ouais. Or, justement, qu'est-ce que les citoyens attendent justement de leur président? C'est de sentir qu'il développe ce genre d'émotions positives vis-à-vis d'eux. Et comme justement Ambroise a eu à le dire, je crois qu'on a plusieurs cas qui n'honorent bien entendu pas le pays à partir de l'instant où les gens sont détenus dans des prisons. Ils n'ont pas fait l'objet de procès, mais ils sont détenus dans des affaires qui n'ont jamais été au bout et qui sont soldées par, si vous voulez, des décès. C'est vrai que c'est choquant que dans ces conditions-là, qu'on puisse entendre que le même président de la République, qui donne le sentiment d'être impassible, indifférent aux maux dont souffrent ses propres citoyens, puisse manifester un intérêt pour la libération ou pour que un homme qui est en résidence surveillée puisse recouvrer sa liberté de mouvement, pendant que pour une chose ou une autre, on est prêt à déférer les individus au plan national. Bien sûr que ça interroge, bien entendu. Merci beaucoup. Nous allons passer ce sujet et nous intéresser au sujet qui nous a amené sur ce plateau aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui des droits de l'homme Togo, parce que, puisque nous venons de dire, ça fait partie des droits de l'homme. Nous parlons des droits de l'homme et Togo a rendez-vous avec la Commission des droits de l'homme de l'ONU l'année prochaine. Et voilà,
Alors qu'en 2016, il y avait eu des recommandations laissées sur les carreaux. Le Togo n'a pas respecté ces recommandations, n'a pas mis en pratique, ou bien oui, en pratique ces recommandations. Aujourd'hui, demain, ou bien l'année prochaine, qu'est-ce que le Togo ira dire? Oui, mais Isidore, je suis étonné que tu sois étonné que le pouvoir ou le gouvernement togolais n'ait pas mis en application les recommandations ou les engagements qu'il a pris justement en 2016 devant la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme. Moi, je ne suis pas surpris. Vous savez, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se foutre du bas peuple. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aller chaque année devant, je ne sais même pas, je ne connais même plus la périodicité de cet événement-là, devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, ce qu'on appelle le passage devant l'examen périodique universel. Il ne suffit pas, d'accord, de sacrifier à la tradition pour croire que par un coup de baguette magique ou par un miracle divin, le Togo serait un bon élève en matière de respect des droits de l'homme. Vous savez, on ne va pas faire un procès au pouvoir togolais pour dire s'il respecte, oui ou non, les droits de l'homme. Les chiffres sont là, les faits parlent d'eux-mêmes et les faits sont têtus. Parlons simplement de la liberté d'association au Togo, avec le dernier projet de loi relatif à la liberté d'association. Un projet qui tend à faire des associations de défense des droits de l'homme en quelque sorte des associations commerciales. Quand on dit par exemple aux associations en matière de leur comptabilité, tout l'arsenal juridique, toutes les propositions de textes qui ont été faites, quand on va sur le terrain des manifestations publiques politiques, on est au Togo, vous savez ce qui se passe actuellement. Alors quand, par exemple, on ne peut pas manifester, je lisais avec beaucoup d'amusement et en même temps beaucoup de plaisir un confrère qui a écrit, je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, si le coronavirus, je cite, si le coronavirus n'avait pas existé, le Togo l'aurait inventé. C'est-à-dire que finalement, le coronavirus est devenu un allié assez important pour le pouvoir de Lomé, qui en a fait une arme politique pour réduire au silence toute velléité de contestation. Aujourd'hui, il n'est plus possible pour les associations ni pour les partis politiques de manifester. Alors quand on dit par exemple, avec la nouvelle loi, on dit à Lomé, on ne peut pas manifester au-delà de 17 heures. Par contre, vous voyez, c'est en cela que c'est paradoxal. Vous dites que c'est pour lutter contre le coronavirus qu'il n'est pas possible aujourd'hui de manifester au-delà d'une certaine heure. Et ça, on dit que c'est à Lomé. Mais à l'intérieur du pays, non, on ne dit rien. On peut manifester jusqu'à minuit. C'est-à-dire qu'on peut manifester jusqu'à quand on veut. Vous voyez que c'est paradoxal. Alors, prenons le cas de la liberté d'opinion. Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes politiques, en tout moins plusieurs Togolais, qui croupissent derrière les barreaux parce que simplement, ils ont usé de leur droit d'opinion, enfin de leur droit de la liberté d'opinion. Je prends l'exemple de Dima-Oré. Même si on peut reprocher à Dima-Oré d'avoir été un peu trop loin, d'accord, dans ses analyses, dans ces comparaisons qu'il a faites, par exemple, en comparaison le Togo avec l'armée togolaise, avec un camp de concentration, des choses comme ça, mais on retiendra au final que l'homme politique Dima-Oré est en prison pour son opinion. Il n'est pas le seul. Les exemples, on peut les dérouler à l'infini. La liberté d'expression, combien de journaux, d'accord, n'ont pas été fermés par la HAC au Togo? Combien de récépissés? Du moins un récépissé a été retiré, notamment, je peux parler de l'Indépendant Express, des journaux qui sont fermés aujourd'hui, des Guardian de Ambroise Poncho, le journal de Yves Gallet, la Symphonie qui a écopé d'une suspension de 2 mois, il y a l'Alternative qui a écopé d'une sanction de 4 mois en début d'année, il y a le journal Fraternité. On peut multiplier les exemples à profusion. C'est-à-dire simplement que en matière des droits de l'homme, je ne dirais pas que le Togo ne fait pas d'efforts, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Et donc, je ne suis pas surpris qu'on n'ait pas mis à exécution, en pratique, les engagements qui ont été pris devant le comité des droits de l'homme en 2016. Et donc, c'est l'histoire qui va se répéter. On ira encore sabrer du champagne avec les défenseurs des droits de l'homme qui a aussi, d'une manière ou d'une autre, semblent, pour certains, se contenter ou se rendre complices de la situation actuelle, ou pour d'autres, de se dire, bon, qui ne veut pas déranger doit se ranger, et ils se sont rangés pour ne pas déranger. Et donc, c'est le film qui continue, et on continue. On va voir quel sera le prochain épisode. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Ambroise. Et Luc, oui. on dirait qu'aujourd'hui, la situation est pire qu'avant 2016. Je crois que c'est une évidence, mais avant même de creuser cet aspect, j'ai l'impression que lorsqu'on parle des droits de l'homme, c'est devenu une expression stéréotypée où les gens se disent que bon, mais c'est des formalités, etc. En réalité,
quel est le soubassement qui a fondé le principe des droits de l'homme? C'est en réalité le fait que les citoyens, en tant qu'êtres humains, ont senti le besoin de mettre en place un certain nombre de règlements et de droits qui leur confèrent leur identité d'être humain. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que pour nous démarquer des autres espèces de la créature, qui sont des créatures de la nature, notamment les animaux par exemple, puisqu'il est dit que l'être humain a une intelligence plus avancée et qu'il a des vertus, des qualités, etc., il est capable donc de s'organiser de telle manière que chaque individu puisse vivre dans un écosystème où il est en mesure donc de se sentir libre, de se sentir à l'aise et donc de faire valoir son intelligence, sa capacité et contribuer au meilleur devenir donc de la race humaine. Voilà les fondamentaux. C'est pour ça que les Nations Unies disent que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ça veut dire que tu sois prince ou valet, que tu sois riche ou pauvre, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est-à-dire ce qui réduit ta marge d'existence en tant qu'être humain et qui t'empêche d'exprimer ton identité et d'assumer ton existence, tu ne devrais pas le faire à ton prochain. Voilà les fondamentaux. Ça veut dire que le respect des questions des droits de l'homme relève du pur bon sens et de l'intelligence humaine tout court. Cela dit, le contexte togolais est assez navrant. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la communication qui a été faite il y a cela 6 mois par Amnesty International, je précise que Amnesty International, en fait, c'est une structure qui est justement dans la promotion des droits de l'homme, mais c'est une structure neutre. Donc, ça veut dire que lorsqu'elle porte un regard sur la situation des droits de l'homme dans un pays, ça, a priori, sans parti pris. Donc, c'est avec neutralité et en partant du droit international qu'on exprime cela pour que ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les lois qui sont régies, donc, qui régissent la vie de la société puissent se rendre compte des dérives, des manquements et donc s'améliorer en vue de se montrer suffisamment humain. Alors, l'état des lieux actuel, je crois que mon confrère Ambroise a fait déjà une ébauche en la matière, mais on constate que non seulement le Togo n'a pas pu respecter ses engagements pris en 2016, c'est la 3e fois, je précise, que le Togo devra comparaître, soit en janvier ou en février, devant cette commission, mais encore, les événements de 2017, marqués justement par les soulèvements populaires aussi monstrueux qu'on a vus dans le pays, ont amené les autorités togolaises à quasiment disjoncter. C'est-à-dire qu'à tout point de vue, non seulement elles n'ont pas été capables de respecter les engagements, mais elles ont dégradé le niveau de respect des droits de l'homme dans ce pays aujourd'hui. Et donc, on se demande si nous sommes dans une dynamique d'évolution ou de recul. Et donc, si les droits de l'homme sont aussi bâillonnés, si on a tendance à banaliser la vie humaine, à réduire l'espace d'expression des intelligences existantes dans le pays, ça veut dire qu'on n'a pas envie de faire du citoyen un citoyen épanoui, capable de contribuer au devenir du pays et donc d'assurer l'évolution de la race humaine, en tout cas du citoyen togolais. C'est en cela que vraiment nous trouvons que c'est désastreux et on ne peut pas comprendre que les autorités puissent être aussi non seulement cyniques et puis à la limite indifférentes à cette question, mais qu'elles prennent du plaisir à faire du mal à des citoyens, alors que ce sont des citoyens justement qui génèrent les ressources dont ils usent aujourd'hui pour dire qu'ils gouvernent. Donc, plus les citoyens sont épanouis, mieux ils contribuent à la caisse, à la création de la richesse nationale. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes obligés de surfer un peu partout, de cramer les caisses de l'État pour pouvoir survivre, ou même de recourir à des emprunts obligataires de gauche à droite, tout simplement parce que la production de la richesse nationale n'est pas conséquente. Puisque c'est les citoyens qui le font. Lorsque les citoyens ne se sentent pas à l'aise, ils ne trouvent pas la marge qu'il faut pour exprimer leur volonté, leur idée, leur point de vue. C'est avec la composition de toutes ces idées-là qu'on peut dégager ce qui est utile pour la nation. Mais si vous étouffez systématiquement le droit à l'expression, le droit à la révélation des idées fertilisantes, etc., c'est clair que vous allez ramer à contre-courant de la dynamique qui caractérise l'espèce humaine elle-même. Et c'est en cela que c'est dangereux. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et Ambroise,
C'est la situation des droits de l'homme au Togo. Aujourd'hui, quand on voit ces commissions des Nations Unies et autres là, ce sont également des partenaires du Togo. On pourrait dire aujourd'hui qu'ils laissent faire parce que, bon, il n'y a pas d'obligation, on n'oblige pas le Togo à respecter ces recommandations, personne, il n'y a pas de sanctions, on le dit seulement, allez, mettez en application ces recommandations et puis c'est fini. Le Togo est libre de choisir ou pas. Oui, vous savez, c'est une question de droit international. Oui. C'est-à-dire que le Togo, et là ça pose également le problème de la hiérarchie des normes. Oui. Le Togo est un État souverain après tout. Alors, est-ce que, voilà, bon, voilà, ça veut dire que, bon, en principe, le Togo est un État souverain. Voilà. Maintenant, est-ce que les engagements auxquels le Togo est parti au niveau supranational, comment dire ça, surplantent les dispositions nationales? C'est la question que l'on se posera. Bon, les juristes, vous savez, on dit quand un magistrat s'excite à interpréter la loi, c'est qu'il est prêt à la violer. Ils nous diront, ouais, vous savez, le Togo, c'est un pays indépendant, c'est un État indépendant, donc, bon, le Togo qui va prendre des engagements auprès des Nations Unies, notamment auprès du Comité des droits de l'homme, que cela ne s'impose pas au Togo, parce que ce ne sont que des recommandations après tout. Ce ne sont que des recommandations. Mais je crois que mon confrère Luc a dit quelque chose de très fondamental à la fin de son intervention. Quand il dit, lorsque vous faites cela, vous créez des poches de frustration. Et quand c'est comme ça, c'est très dangereux. Vous savez, le 4 novembre ou le 9 novembre, je crois, dernier, dans le Pendjal, il y a eu une attaque armée que certains ont qualifiée d'attaque terroriste. Je ne sais pas si c'est une attaque terroriste, mais ce qui est certain, c'est qu'un poste des forces de défense et de sécurité a été attaqué, selon, encore une fois, le gouvernement. Je n'y étais pas pour infirmer ou pour confirmer. Très bien. Et aujourd'hui, tout ce qui semble être sur toutes les lèvres, ou du moins faire l'objet de toutes les discussions au Togo, c'est le terrorisme. Le deuxième séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce week-end à Kara a été largement consacré à cette question-là, où le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a instruit son gouvernement pour que des efforts soient faits, non seulement pour améliorer substantiellement les conditions de vie des populations, parce que vous savez, le terreau fertile sur lequel prospère le radicalisme, finalement, ce sont la pauvreté, les frustrations, l'injustice sociale, tout ce qui va avec. Et il demande également que le Togo puisse coopérer. Et là, on est sur le terrain de l'information, du renseignement. Mais justement, lorsque, en amont, vous ne luttez pas contre les phénomènes que sont l'injustice sociale, les frustrations, tout ce que vous voulez, même l'injustice judiciaire, parce qu'il y a la justice, mais il peut y avoir une injustice judiciaire. La preuve, nous avons des prisonniers qui sont politiques, qui sont en détention, mais qui en principe devraient déjà avoir été libérés parce que vous ne pouvez pas être détenu de façon préventive et faire plus de la moitié de votre peine que vous avez encourue par rapport à la faute que vous avez commise sans avoir eu droit à un procès équitable. Ça n'a pas été le cas. Donc, si vous faites ça et vous pensez que, bon, parce que ce ne sont que des recommandations ou même des résolutions au niveau des... Encore que ce ne sont pas des résolutions, mais des recommandations au niveau des Nations Unies, et que, bon, vous êtes un État souverain, vous n'êtes pas obligé de mettre en pratique cela, est-ce qu'on va accuser les Nations Unies parce que leurs recommandations ne sont pas contraignantes pour le Togo? Peut-être oui, peut-être non, parce que au final, ce ne sont pas les Nations Unies qui en paieront le pot cassé. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la menace terroriste est en train de développer ses tentacules vers la côte ouest africaine. Qui aurait pu imaginer, il y a encore quelques années, que le Burkina Faso de Blaise Compaoré serait aujourd'hui le sanctuaire sur lequel prospère le terrorisme? Personne ne pourrait l'imaginer. Qui aurait pu imaginer jusqu'en 2020 ou même jusqu'en octobre 2021 que le Togo un jour aurait pu faire l'objet d'une attaque terroriste? Encore une fois, si c'est vraiment une attaque terroriste qui s'est passée la fois dernière, moi je ne sais pas. Donc c'est pour dire que Luc a dit tout à l'heure que les droits de l'homme relèvent d'une question de bon sens. On n'a pas besoin d'être un génie du droit. On n'a pas besoin d'avoir fait les sciences politiques. On n'a pas besoin d'être un leader politique ou un gouvernant pour comprendre que les droits de l'homme, c'est ce qu'il y a de plus... Je pense que c'est la chose la mieux partagée au monde. Pour que les Togolais ou les humains puissent manger à leur faim, pour qu'ils puissent avoir droit à une justice sociale équitable et à une justice judiciaire équitable, est-ce qu'on a besoin d'avoir des gendarmes des Nations Unies derrière nous? Non. Donc, tel on fait son lit, on finira par s'y coucher. Donc, encore une fois,
cessons de frustrer les gens, cessons de créer des poches de résistance, cessons de créer des frustrations sociales qui, au final, pourront se retourner contre nous. Et pour ça, ce ne sont pas les Nations Unies qui sont coupables, mais c'est nous-mêmes. Voilà. C'est nous-mêmes qui sommes coupables devant ces faits. Oui, vous l'avez dit. Oui, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est qu'il faut partir sur des faits concrets. Encore une fois, quand vous prenez les chiffres, en ce qui concerne, par exemple, la situation des détenus au Togo, en l'état actuel, en tout cas jusqu'à mai dernier, selon les documents qui ont été fournis justement par Amnesty International, encore une fois, les prisons du Togo comptaient 800 détenus. 4 900, en tout cas 5 000 détenus. Et parmi ces détenus-là, 56% sont en détention préventive. Est-ce que vous comprenez? Or, la règle, c'est quoi? C'est en réalité la liberté. Et l'exception, la détention. Tout à fait. Et il y a justement des alternatives à la détention préventive qui sont que lorsque vous donnez des gages de représentativité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une procédure qui est enclenchée contre la personne, vous êtes donc un présumé coupable ou vous êtes soupçonné d'avoir fait quelque chose, etc. Lorsque vous faites partie de cette procédure-là, tant que vous donnez cette gage que vous avez un domicile par ici, vous avez un boulot par là, en réalité, vous devez jouir de votre liberté jusqu'à ce que la procédure ne soit clôturée et que vous soyez envoyé à un procès qui établit votre culpabilité avant éventuellement de faire partie des prisonniers. Est-ce que vous comprenez? Comment il se fait que de façon systématique, les autorités judiciaires font de leur mode de fonctionnement l'emprisonnement systématique des prévenus? Et vous allez voir, justement, comme il a dit, il y en a qui font plus de la moitié des peines qui sont supposées encourir si leur culpabilité était avérée, mais qui couvrent toujours en prison. Or, la loi, c'est que lorsque vous êtes en détention préventive et vous atteignez la moitié du temps que vous êtes supposé faire logiquement si vous étiez condamné, vous devez pouvoir recouvrer votre liberté. Comment il se fait qu'on peut d'ailleurs laisser quelqu'un croupi en prison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans pouvoir le juger, sans établir sa culpabilité, et puis ensuite on va le laisser, sans qu'il ne sache alors quel est son degré d'implication, quelle est l'accusation qui est portée contre sa personne. 56% des gens en prison sont des prévenus, c'est-à-dire qu'ils sont en détention provisoire. C'est hallucinant. C'est un scandale. Mais au-delà de tout ça, comme il a dit, en réalité, un pays qui se respecte n'a pas besoin de prendre des engagements pour être dans un contexte de coercition ou de forcing, d'obligation pour mettre en œuvre les droits de l'homme. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pour rien que j'ai fait le lien avec l'espèce animale qui, curieusement, manifeste des vertus et des valeurs sociales, mais plus évoluées que celles que nous manifestons aujourd'hui. Si vous regardez très bien les documentaires animaliers, vous constatez que les animaux défendent farouchement leur territoire, défendent farouchement leur espèce et font en sorte à mener une certaine solidarité pour bouter hors d'état de nuire les ennemis, etc. Mais si, dans l'espèce humaine, qui est plus évoluée, qui est plus intelligent, et on se gargarise de nos attributs, de nos vertus, nous ne sommes pas capables et nous sommes prêts à bâillonner la dynamique unitaire ou même à détruire la vie des gens, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller en deçà de l'espèce animale elle-même. Et ces genres d'instincts n'honorent pas notre intelligence, ne révèlent pas nos facultés d'être humain. Parce que quand tu es un être humain bien debout et intelligent, ta seule capacité à marquer la vie, c'est ce que tu donnes comme expression de la vie, c'est-à-dire tes idées que tu émets, ta contribution, la liberté que tu manifestes, etc. etc. Et c'est ça qui fait avancer l'humanité. Aujourd'hui, on parle du développement. Qu'est-ce qui développe un pays si ce n'est pas les êtres humains? Il y a un écrivain, un homme politique béninois qui a dit qu'il n'y a pas de richesse que d'hommes. Donc, il y a deux richesses que d'hommes. Autrement dit, si vous ne focalisez pas votre politique sur la promotion de l'être humain, sur l'épanouissement des facultés humaines à tout point de vue, que ce soit sur le plan nutritionnel, sur le plan du logement, sur le plan de la santé, etc. Si vous ne faites pas cela, ça veut dire que vous naviguez à vue. Et vous n'avez pas alors compris votre mission. Alors, normalement, un dirigeant, il a été désigné par les siens
pour justement mettre en œuvre les règles qui permettent le vivre ensemble et en même temps la culture du bien commun. Donc, toutes les rétributions que nous avons, c'est-à-dire que tu aies un salaire, que tu aies une route sur laquelle tu aimes, etc. Quand l'État le fait, il le fait avec l'argent que toi tu gérais. Que tu sois dans une marge de privé ou de quoi. L'essentiel, c'est que tu contribues à la vie du pays. Et si le dirigeant n'a pas conscience que toi, le citoyen lambda, par ta propre vie et les actions que tu mènes, tu contribues à la richesse là qui est produite et dont il a la mission de répartir de façon équitable et intelligente, ça veut dire qu'en réalité, il ne comprend pas sa mission. Et c'est ça qui est dangereux. Voilà. Très dangereux. Ouais. Oui, et Ambroise, au lieu de mettre en application ces recommandations, on voit que l'État togolais, bien le gouvernement, bien le régime, force plutôt la situation. Par exemple, en 2018, il y avait la loi sur la cybersécurité qui restreint les espaces de liberté, la loi sur la sécurité nationale en 2019. Il y a aussi la loi sur la manifestation qui a été révisée en 2019, qui restreint également les espaces de liberté. Finalement, on voit qu'il y a une sorte de recherche de conservation de pouvoir qu'on met au-dessus des droits de l'homme. Je ne sais pas s'il faut qualifier le pouvoir togolais de dictature ou de totalitaire. Je ne sais pas trop, je ne sais pas. Parce que vous savez, il y a certains termes ou certains éléments de langage utilisés par les Occidentaux pour qualifier nos États, que moi je me garde personnellement d'utiliser, mais tout en a l'air. C'est-à-dire que ce qui se passe chez nous, c'est qu'aujourd'hui, c'est clair que même si nous sommes, pour certains, dans une démocratie en construction et pour d'autres dans une démocrature, parce que c'est pour d'autres encore, c'est une dictature qui prend les apparences de la démocratie, c'est clair que ce qui préoccupe actuellement le pouvoir actuel, le pouvoir du Togo, c'est surtout la conservation du pouvoir d'État, le pouvoir politique. Ce n'est pas tant le bien-être des populations qui les intéresse, parce que quand on parle du bien-être des populations, il y a les libertés individuelles, les libertés collectives. Mais tout est clair que non, ce n'est pas ça leur priorité. Donc je ne suis pas surpris, encore une fois, qu'on ait pris toute cette disposition juridique ou légale pour pouvoir restreindre davantage les espaces de liberté. Et quand c'est comme ça, c'est simplement parce que le pouvoir a l'impression finalement, et c'est là qu'il se trompe, que, à vrai dire, ils sont en territoire conquis. Le pouvoir, ils ont une conception, je dirais, un peu, comment dire ça, ils ont l'impression ou le sentiment qu'ils détiennent un pouvoir de droit divin. Et que seule Dame Nature ou le destin pourra un jour leur prendre ce pouvoir-là. Parce qu'il y a quoi? Ça pose également un autre problème. En face, il n'y a pas un véritable contre-pouvoir aujourd'hui au pouvoir faire peur au pouvoir en place. Quand vous avez une opposition qui passe tout son temps aussi à s'entre-déchirer, surtout après l'élection présidentielle de février 2020, où il y a par exemple ce qu'on appelle la dynamique Monseigneur Podjoro qui pense que c'est son candidat qui est le véritable vainqueur de l'élection, et qu'en face, il y a une autre opposition qui pense que non, en réalité, les mécanismes ayant conduit à la désignation du candidat entre griffes du Saint-Esprit n'ont pas respecté en réalité les aspirations du peuple de l'opposition. Quand vous avez des militants de l'opposition qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à faire la guerre entre eux et à insulter des leaders de l'opposition, alors que pendant ce temps, le pouvoir en place pense déjà, parce qu'il y a une chose, hein, c'est une réalité, il ne faudrait pas qu'on se trompe aussi. Le pouvoir de Lomé n'est pas un pouvoir idiot. Ceux qui forment ce pouvoir ou qui font ce pouvoir-là, ce ne sont pas des idiots, ne sont pas des abrutis. Pendant que l'opposition passe son temps à s'entre-déchirer, mais eux, ils anticipent, ils pensent déjà à 2023, 2024, 2025. C'est une réalité. Si on ne peut pas l'accepter, c'est qu'on se condamne à rester à la surface des choses et on ne peut pas véritablement définir des stratégies pour pouvoir conquérir le pouvoir et l'exercer. Quand je dis on, je ne parle pas de moi, parce que moi, ma vocation en tant que journaliste n'est pas de conquérir le pouvoir et de l'exercer un jour, même si on sait que entre le journalisme et la politique, parfois la frontière peut être poreuse et qu'on peut vite passer d'un cas à l'autre. Pour le moment, ce n'est pas encore mon ambition. Donc pour terminer rapidement, je dirais que oui, le pouvoir est
il est dans son rôle. Je ne dirais pas qu'il est dans son droit, mais il est dans son rôle de pouvoir conserver le pouvoir. Et tant qu'en face, il n'y a pas un contre-pouvoir, et notamment l'opposition politique, la société civile qui doit être forte, et aussi les médias. Parce que c'est aussi regrettable de dire que nous qui sommes censés être le quatrième pouvoir, nous l'avons perdu, ce quatrième pouvoir-là. À part, j'en discutais la fois dernière avec le directeur de l'Alternative, je lui disais, mais à part quelques médias, quelques journalistes qui sentent ou qui tentent encore de sauver la situation, j'ai l'impression finalement que même la presse dans notre pays s'est rangée parce que, comme l'a dit Edu Plenel, l'information dérange et la communication arrange. Aujourd'hui, on préfère faire de la communication plutôt que de faire l'information. Et quand c'est comme ça, le pouvoir a l'impression qu'il a devant lui un boulevard sur lequel il roule. Mais attention, parce que jusqu'en, je crois, en juin ou en juillet, Alpha Condé aussi pensait qu'il avait un grand boulevard devant lui. Il a fait assassiner des gens en Guinée. Et envers et contre tout, il a fait modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Mais son troisième mandat, qui était le mandat de trop, n'a duré que quelques mois. Ouais. Blaise Compaoré l'a appris à ses dépens jusqu'au 31 octobre 2014. Aujourd'hui, on a vu ce qui lui est arrivé. Vous voyez un peu. Donc, le pouvoir du Togo, je dirais, je ne vais pas jouer les Cassandres pour prévoir la catastrophe ou l'apocalypse. Non, je ne dirais pas ça. Mais l'enfer, ce n'est pas que pour les autres. C'est ça. Merci beaucoup. Encore une fois, peut-être pour aller dans le même sens, c'est pour dire qu'en fait, quels que soient les errements de l'opposition aujourd'hui, ça ne devait pas justifier les manquements que présente aujourd'hui le pouvoir en place. Pourquoi? Parce que je me mets dans le contexte d'un parent. Lorsque vous êtes un père de famille, vous avez la responsabilité en fait de conduire votre famille vers un bon port. Et c'est d'ailleurs cette mission qui est confiée aux dirigeants de tout État. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il n'a pas besoin qu'on lui fasse de la pression, qu'il y ait une opposition en place, que son pouvoir soit convoité pour pouvoir assurer le mieux-être de ses propres enfants. Dans nos cultures, lorsque la nourriture ne suffit pas, les parents s'en privent. Et ils laissent les enfants manger parce qu'eux, ils ont besoin de croître et de devenir les hommes de demain. Mais est-ce que vous avez le sentiment que dans notre gouvernance actuelle, les dirigeants sont prêts à se priver des privilèges, des privilèges qu'ils ont parce qu'ils ont le sentiment que la population croupit dans la misère ou dans la pauvreté? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la responsabilité parentale dont devait s'attribuer le dirigeant dans notre pays est en train de s'effilocher, de s'effriter et de s'écrouler quasi systématiquement. Parce qu'un parent qui dort avec un sommeil profond, pendant que ses enfants n'ont pas mangé, pendant qu'ils ont des difficultés de survie, pendant qu'ils n'ont pas l'espace qu'il faut pour s'exprimer, pendant qu'ils se sentent frustrés, révoltés, etc., c'est qu'il y a un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que justement, étant conscient du niveau de précarité, de révolte, de frustration, il est obligé de multiplier des lois coercitives pour empêcher justement que les gens puissent se manifester. Toute la pile de lois que vous venez d'évoquer ont été prises à quel moment? Au moment où les mouvements de 2017 ont été enclenchés. Et donc pour contenir tous ces mouvements qui sont de nature à bousculer justement les fondamentaux du pouvoir actuel, on a dû multiplier des lois, des règlements pour essayer de cloîtrer les citoyens dans une marge qui les empêcherait de façon légale d'agir. Est-ce que vous voyez? Ce faisant, on est en train donc de déchiqueter le principe même de la nation. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est quand les citoyens se sentent à l'aise qu'ils peuvent s'exprimer et qu'ils peuvent faire valoir leurs compétences. Voyez-vous? Et donc, dans ces conditions-là, je crains que nos dirigeants puissent vaincre sans pouvoir convaincre ni persuader. Or, pour entrer dans l'histoire, revisiter un peu l'histoire de l'humanité, tous ceux dont les noms sont rentrés dans l'histoire et qui ont contribué à faire évoluer cette humanité, c'est ceux-là qui ont utilisé leur faculté d'être humains pour poser des idées, donner des idées fertiles, pour poser des actes nobles qui résistent au temps et à l'espace. Donc,
qui est la force brute aujourd'hui, ça fait partie de l'expression périphérique de l'être humain. Parce qu'en réalité, quand vous voulez manifester votre état d'être humain ayant évolué, ce sont les idées, ce sont des œuvres nobles, ce sont des actes de sagesse, d'élévation qui montrent que vous faites un travail sur vous et qui vous élève et qui vous rendent dans un état de conscience qui prend en compte tous les paramètres de la vie d'une société. C'est en cela que j'exhorte vraiment nos dirigeants actuels à prendre conscience de ce que leur vie, après leur vie, il y a toujours une histoire qui doit se conclure, qui doit se poursuivre. Et que ce n'est pas, le pouvoir en lui-même n'est pas une fin en soi. Le pouvoir doit servir de moyen pour révéler les compétences, les qualités, les attributs humains d'un dirigeant. Et c'est de ce point de vue que je les exhorte au leadership. Le leadership exige une forme d'empathie et un regard bienveillant sur l'ensemble des gens qui sont dans votre périmètre de gouvernance. Mais si vous œuvrez pour la partition, pour la division, vous voyez des camps et vous regardez en chair de faïence, c'est que vous avez failli à votre responsabilité, qui est de fédérer les gens dans un creuset commun. Et ça, je pense que ça sera une occasion ratée pour nos dirigeants s'ils ne réussissent pas, après tant d'années de gouvernance, à créer une nation au Togo. Et moi, j'aurais mal à leur place. Voilà. Merci, messieurs. On a tellement à dire sur les droits de l'homme au Togo. Mais nous allons observer une pause et nous allons revenir après. Coupé. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-6clic.com. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-6clic.com. L'Institut
l'Institut technique de l'informatique et de la communication Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-6click.com.